Bienvenue tout d'abord à Brancher sur mon avenir avec Jeunes Explos pour ceux et celles qui sont là en direct. On est là jusqu'à 13 heures. Sinon c'est en rediffusion, ça va être sur YouTube notamment, donc c'est jamais perdu. Je m'appelle Thomas Bourgault, je suis journaliste notamment chez Weekend Radio, la télévision, le web. Très heureux d'être l'animateur aussi de la web série et des webinaires des Je m'oriente en live et des Branchés sur mon avenir avec Jeunes Explos. Jeunes Explos est un organisme à but non lucratif qui aide les jeunes à s'orienter dans leur choix de carrière. On leur offre des informations aussi sur différents métiers. On organise des rencontres, des discussions comme celle d'aujourd'hui dans le cadre de la semaine des éducateurs et éducatrices de la petite enfance. D'ailleurs, un énorme merci au ministère de la Famille du Québec parce que c'est grâce à nos partenariats qu'on organise des rencontres comme celle de cette semaine, celle d'aujourd'hui en l'occurrence. C'est en rediffusion, je l'ai dit. Et les questions, si vous en avez, les jeunes, les moins jeunes, peu importe, vous pouvez les marquer dans la boîte de commentaires, là, juste dans le bas de votre écran. Moi, je fais le relais avec nos mentors. Je vous les présente brièvement. Ils sont tous et toutes éducateurs et éducatrices à l'enfance. David Dufresne, Marie-Ève Poulain, Isabelle Doyer et Pascal Landry. Merci à vous quatre d'être ici pour une heure qui passe très, très, très rapidement. Mais j'aimerais vous demander peut-être à tour de rôle brièvement, en commençant par David, tiens, pourquoi pour vous c'était important, pourquoi c'était intéressant de venir nous parler à brancher sur mon avenir avec Jeunes Explos de votre métier, de votre profession? J'aurais aimé ça, moi aussi, dans le temps, d'avoir une personne de référence qui travaille vraiment dans le métier, parce que c'est un métier que quand je suis rentré dedans, au départ, je ne connaissais pas du tout. Je trouve ça le fun de pouvoir partager mon quotidien de façon plus terre à terre, là, pour que les gens puissent avoir une idée du travail que je fais, puis que ceux que ça intéresse puissent poser leurs questions pour en savoir plus. Évidemment, puis c'est pour ça qu'on organise ça, puis merci à vous d'ailleurs d'en faire partie. Isabelle Doyer, pour vous, pourquoi c'est important de participer aujourd'hui? Ben, c'est important pour moi de faire connaître notre belle profession. C'est une profession qui est parfois un peu manque de reconnaissance professionnelle, puis au contraire, ça devrait être mieux, plus reconnu. Puis moi, je trouve ça important de pouvoir promouvoir cette belle profession-là. Puis aussi parce que j'ai une belle grande fille en secondaire 5 qui se pose des questions sur ses choix de carrière. Puis je vis ça au quotidien, donc de pouvoir éclairer peut-être certains jeunes qui se posent des questions sur leur avenir, ben c'était pour moi comme faire une pierre deux coups. Puis on l'apprécie. Merci d'être là, Isabelle. Marie-Ève Poulain, pour vous, pourquoi personnellement c'est important de venir nous parler à brancher sur mon avenir? Mais dans le fond, moi, je me dis, si je peux informer davantage les jeunes sur la profession, les journées types, qu'est-ce que ça comporte, la formation, tout ça, pour les guider dans leur choix, ben, ça me fait plaisir d'être là. Ça me fait plaisir que vous soyez là aussi. Pascal Merci. Landry, dernière mais non la moindre, pourquoi pour vous, vous teniez à venir nous parler avec la gang de Jeunes Explos? Ben, je trouvais ça important qu'on réalise l'importance de ce métier-là auprès du développement des enfants, la différence qu'on peut faire dès la petite enfance au niveau de tous les enfants, le rôle qu'on peut avoir en partenariat avec les parents à travers ce métier-là, puis aussi peut-être voir tu sais, l'avancement qu'il peut avoir au niveau d'être éducatrice, là, au niveau professionnel, là. Oui, parce que c'est clairement, il y a d'autres possibilités aussi, ça peut aller plus loin. On évolue dans ce métier-là, puis c'est pour ça que vous êtes ici les quatre pour nous en parler. Puis j'aimerais savoir, peut-être encore, Pascal, dans vos mots, parce qu'on peut regarder sur Google, Wikipédia, c'est quoi éducateur à la petite enfance, mais moi, je veux savoir, au-delà de la théorie, dans vos mots, Pascal, c'est quoi votre métier d'éducatrice à l'enfance, dans vos mots? Ben, en fait, c'est d'apprendre à connaître nos enfants, c'est d'être dans le fond, d'être un support au quotidien pour les enfants qu'on accueille à chaque jour, d'être présent pour eux, de les connaître, de leur offrir des défis à leur niveau de développement, de les observer, de les stimuler, d'être à l'écoute. Oh mon Dieu, il y a tellement de mots que je pourrais dire, là. C'est vraiment d'être auprès d'eux dans leur parcours pour essayer de mettre toutes leurs chances de leur côté pour avoir une chance égale là, de se développer dans un avenir, là, puis de travailler avec les parents, de développer un beau partenariat avec les parents, ensuite de travailler en collaboration aussi avec tous les partenaires qui vont nous aider avec des enfants qui vont avoir des besoins particuliers, que ce soit le CRDI, les RDPQ, des ergots, des orthophonistes, même des fois avec l'école, quand on a des enfants qui vont vivre le passage à la maternelle, on travaille avec les écoles aussi pour que les enfants aient une belle transition vers la maternelle. Fait que, tu sais,
autant à 5 ans, on a un beau travail à faire pour les amener vers pardon, je cherche mes mots, là, vers la transition maternelle qu'à la pouponnière, là, les premières années de vie, là, les premiers moments de vie en CPE, là, c'est d'autres choses aussi, là, c'est un beau travail au quotidien. C'est un beau travail au quotidien. Isabelle Doyer, de votre côté, la définition de Pascal, à quel point ça résonne pour vous? Pour vous, votre métier, c'est quoi dans vos mots? Ben absolument, Pascal a bien expliqué, mais pour moi, je dirais, euh, comment je le définis, c'est bien simple, c'est d'être une personne de référence dans la vie des tout-petits qui va leur faire, puis que nous, on leur permet d'essayer de se développer de façon le plus harmonieuse possible, puis dans toutes les facettes de leur développement, là. Mais c'est vraiment d'être une personne importante de référence dans la vie de nos tout-petits. Une C'est ça, personne être de éducatrice. référence. David Dufresne, pour vous, C'est- une personne de référence, ça, c'est, j'imagine, votre métier Ouais, aussi. Dans vos mots à vous, là, pour vous entendre, ben, c'est c'est un quoi? peu être un modèle pour les enfants dans le sens que les enfants, c'est des éponges, ils absorbent tout ce qu'ils voient. Donc, c'est d'apporter des activités, des choses qui vont, comme que disait Isabelle, relever des défis, là. Parce qu'il y a certains enfants qui ont des besoins plus particuliers, donc des défis à relever. C'est beaucoup un métier d'interaction, dans le fond. On est tout le temps en interaction avec des enfants, peu importe s'ils parlent ou pas, là. Il y a d'autres manières que parler de communiquer. Je parle des tout petits. Donc, c'est un métier qui est beaucoup impliquant au niveau interactif, émotionnel aussi, dans le fond, mais émotionnel dans le sens que l'enfant, comme je disais, il absorbe toutes les émotions de la personne. Donc, c'est un métier où ce que tu dois, tu sais, au quotidien, essayer d'être toi-même en étant quand même de bonne humeur. Tu n'arrives pas fâché le matin parce que les enfants, c'est ça, comme je dis, ils vont le ressentir, ça. Puis les journées vont être catastrophiques dans ce temps. Oui, absolument. Puis les enfants, c'est des éponges aussi. Puis Marie-Ève, je vous ai vu hocher la tête là, durant la définition de David. Pour vous, c'est quoi être éducatrice à l'enfance? Ben, c'est assurer une sécurité, un bien-être de l'enfant, mais c'est aussi être là pour les soutenir dans leur apprentissage, pour les aider à développer les différents domaines, tant au niveau physique et moteur, cognitif, social affectif, l'engager. Alors, c'est de créer un environnement qui va être stimulant, qui va être enrichissant. C'est beaucoup d'interactions aussi, c'est de veiller à développer les différentes habiletés sociales des jeunes et d'être là aussi pour eux, là, pour les soutenir dans tout ça. D'être là pour eux, puis pour être là, évidemment, vous travaillez dans un CPE, un centre, un endroit où il y a plein de jeunes en bas âge. Ça ne doit pas toujours être évident, mais pour vous, encore une fois, Marie-Ève, une journée typique ou une semaine typique, lésinez pas sur les détails s'il y en a, mais ça ressemble à quoi de votre côté? De mon côté, ben, nous, on fait l'accueil à l'extérieur. Alors, on accueille chaleureusement chaque enfant, on prend le temps de discuter avec les parents. C'est super important, la collaboration éducateur-parent. Alors, les enfants sont à jeu libre à l'extérieur. Vers 9 heures, c'est la routine d'hygiène, la collation. Par la suite, il va y avoir soit des activités, des ateliers, et les enfants vont retourner dehors pour bouger, pour s'amuser. Et vers 11h30, midi, là, c'est la période du dîner. Et ensuite, il y a toujours la routine d'hygiène là, qui revient à quelques reprises, bien sûr. Puis après ça, mais avant le dodo, ben, il y a souvent il y a l'histoire. Il peut y avoir de la musique, des petites chansons, une petite méditation, et là, il y a la sieste, et vers 3 heures, la collation, et des jeux libres, là, où est-ce que l'enfant, ça lui permet de développer son imagination, de développer plusieurs habiletés sociales aussi, là. Ça ressemble à ça, là, en gros, là, ouais, souvent, on va Comme retourner aussi à l'extérieur, là, en fin de journée. donc, votre horaire ressemble à ça. Pascal, Isabelle, David, j'imagine que, somme toute, votre horaire aussi doit ressembler à ça. De votre côté, Pascal, votre journée typique, votre semaine typique ressemble à quoi? Ben, c'est sûr que nos journées typiques, moi, c'était chez les 4-5 ans, ressemblent vraiment à ce que Marie-Ève a décrit. À ça, nous, on rajoute une libération de 30 minutes qu'on a à chaque jour pour nous permettre de consigner nos observations qu'on a prises auprès des enfants. On a observé comment ils jouent,
comment ils manipulent le matériel, comment ils vivent leurs habiletés sociales. On prend des observations au niveau de leur développement. Puis suite à ça, ben, on fait une analyse pour pouvoir planifier là, des activités pour le lendemain, faire notre horaire là, dans le fond. Fait que notre journée qu'on vit, elle a été planifiée la veille en fonction de nos observations, en fonction des intérêts de l'enfant, en fonction du développement, du niveau de développement de chaque enfant. Puis à ça, on ajoute des intentions là, qu'on veut travailler avec les enfants. Fait que, tu sais, dans le fond, c'est un peu comme Marie-Ève, nos journées se ressemblent. À ça, il peut s'ajouter aussi des activités spéciales, comme aujourd'hui, les groupes des 4-5 ans sont allés faire des sports d'hiver au domaine Mézeray. Il y a des choses comme ça qui se rajoutent. Demain, on va au manoir Saint-Antoine vivre une activité de château de glace avec des personnes âgées. Il y a plein de belles surprises comme ça qui se rajoutent au quotidien. Mais je pense que ça ressemble beaucoup à Marie-Ève. Beaucoup d'activités également dans cette Oui. routine. Isabelle, David, je ne sais pas qui veut y répondre en premier, mais trouvez-vous qu'au niveau de l'horaire, au niveau de vos semaines, est-ce que c'est plus de la routine selon vous ou au contraire, ça change pas mal quand même? Ben, moi, Ben, je peux peut-être y aller. Ça va, David, c'est beau, oui. En fait, moi, c'est peut-être un peu différent dans le sens que je travaille avec les poupons. Alors, les poupons, ça demande beaucoup de moments de routine, effectivement, dans la journée. Euh, on essaie d'aller dehors aussi, puis de faire des petites activités sensorielles beaucoup plus. Là, c'est vraiment, les enfants, ils sont vraiment en apprentissage, des sensorimoteurs, donc ils ont besoin de manipuler tout ça. C'est plus ce type de petites activités-là que je fais. Mais dans le gros de mon travail, ça se constitue à évidemment beaucoup les soins aux tout petits. Donc, les biberons, la période d'endormissement des bébés, changer les couches, tout ça, ben, avec 5 coupons, ça fait en sorte que un après l'autre, c'est tout, ça prend une bonne part de la journée, là. Alors, c'est beaucoup des petits moments de routine, puis au travers de ça, ben, je reste un guide, puis pour les tout petits, alors je les observe jouer, puis j'essaie de pouvoir être là le plus possible pour les guider, puis être une personne de référence pour les stimuler dans leur jeu, là. Mais il y a énormément de moments de routine en travaillant à la pouponnière. Il y a des moments de routine, il y a des activités également. Pour vous, David, est-ce que c'est plus une structure également de routine, entre ouais. guillemets? Ben, moi aussi, je travaille Ça avec les change plus beaucoup. petits. Moi aussi, je travaille avec les plus petits, puis que c'est ça. L'idée, c'est de suivre le rythme des enfants, dans le fond. Ouais. Tu sais, ça se peut qu'une journée que tu es prévue par une activité, puis finalement, tu en as trois, quatre enfants qui n'ont pas bien dormi, qui sont plus fatigués, il faut que tu les couches le matin alors que d'habitude, tu ne les couches pas. Donc, il faut vraiment s'adapter aussi au jour le jour, là. Oui, on prévoit des activités, mais avec les plus jeunes, ça se peut que ça change d'une journée à l'autre. Puis aussi, c'est beaucoup de s'asseoir avec eux à la pouponnière, parce que, tu sais, nous, on est grands, eux sont tout petits. Donc, quand on a le temps, quand on n'est pas dans la routine, entre les routines, s'asseoir avec eux, jouer avec eux, les regarder jouer, les observer pour pouvoir mieux planifier d'autres interventions ou d'autres activités par après. C'est Donc, beaucoup dans ça change l'interaction. quand même. C'est beaucoup dans l'action, puis on doit s'adapter. Puis c'est intéressant parce que vous travaillez, par exemple, avec les poupons. On a aussi du 4-5 ans, donc on a quand même des tâches publiques, je peux dire, variées au niveau de vos responsabilités. Au niveau des outils, de ce qui vous aide là, comme matériel à effectuer votre emploi, votre job, comme on dit, euh, adéquatement et même plus. De votre côté, Marie-Ève Poulain, ça ressemble à quoi ces outils-ci pour faire en sorte que votre travail est mieux fait, si je peux dire, ou vous aider? En fait, nous, on utilise la plateforme à Petit Pas. Alors, c'est une super de belle application où est-ce qu'on peut communiquer à tous les jours avec les parents. Le quotidien de l'enfant, dans le fond, qu'est-ce qui se passe au niveau de ses interactions, au niveau de son alimentation, au niveau de sa sieste. Alors, il y a beaucoup d'informations de données au niveau des moments de routine, mais aussi au niveau du développement de l'enfant. Quelle activité il a fait ou comment il interagit avec les autres enfants, s'il y a des petits défis à relever, c'est quoi ses forces. Alors, c'est un super bel outil de communication. On peut même ajouter des photos de l'enfant en période de jeu pour transmettre aux parents. Alors, c'est un outil qu'on utilise qui favorise aussi une belle collaboration là, avec les parents, là, un beau suivi là, du quotidien de l'enfant.
On a ça, puis on a aussi des portraits de l'enfant là, qu'on fait 2 fois par année, à l'automne et au printemps, pour justement décrire un peu nos observations, parce qu'on a à faire beaucoup d'observations. On peut décrire l'enfant, par exemple, qu'est-ce qui a fait au niveau cognitif, au niveau langagier, tout ça. Alors, c'est transmis aux parents 2 fois par année. Transmis aux parents 2 fois par année. Puis quand vous avez parlé du manuel, du livre, Pascal, je pense que vous l'aviez avec vous. Oui, ben, De c'est votre le côté, format papier. voilà. Ça, c'est le format papier. On l'utilise pas papier. Mais on a dans chaque groupe, l'éducatrice a un iPad, comme ça, puis on a le format numérique. Alors, on rentre nos observations directement. Ça peut être à l'aide du dictaphone ou on l'écrit à la main. Après ça, on va aller les placer dans la bonne sphère de développement, dans la bonne catégorie d'âge. On va les associer. Puis comme disait Marie-Ève, à partir de ça, quand on va être rendu à faire les portraits 2 fois par année, alors ça se fait très, très bien parce que nos observations apparaissent selon les sphères de développement. Alors, on a juste à rendre ça un peu comme un texte aux parents, puis offrir, tu sais, décrire le prochain petit pas de l'enfant, le prochain défi. Puis une chose que je pourrais rajouter à Marie-Ève, suite à ce qu'elle disait, c'est qu'avec le petit pas aussi, on peut faire le document qui va être transmis à l'école pour la transition vers la maternelle. Fait que oui, il y a les deux, voyons, je cherche le mot, excuse-moi, les deux portraits de l'enfant, mais il y a aussi le document pour le passage à l'école. Et quand vous parlez des sphères de développement, vous prenez des notes là-dessus pour les enfants, vous parlez aux parents de comment ça se passe à la garderie, au centre. C'est quoi ces sphères de développement-ci? Je peux y aller. Oh, Dans le oui. fond, on parle au niveau moteur, comment l'enfant va se développer au niveau de la motricité, que ce soit le petit bébé qui va commencer à se retourner ou à gripper quelque chose ou à, à essayer de bouger ses pieds, ses mains jusqu'au développement moteur des 4-5 ans, que ça va être jusqu'à la corde à danser, la motricité fine. Tu sais, ça englobe beaucoup de choses, le développement moteur. Ça va aussi avec l'autonomie de l'enfant au niveau de la propreté. Après ça, on a la sphère de développement langagière. Alors, c'est tout le volet, là, comment l'enfant va s'exprimer, les mots qu'il va utiliser, comment il va formuler ses phrases. Autant bébé avec les gazouillis que des grandes phrases avec des conversations aller-retour chez les plus grands. On a le volet social et affectif, puis on a le volet cognitif aussi, où à l'intérieur du volet cognitif, on va rentrer aussi les fonctions exécutives là, au niveau de la planification, la mémoire de travail et tout ça, là. De votre côté, Isabelle Doyer, est-ce que ces sphères-là, vous en servez aussi? Est-ce que vous évaluez ces côtés-ci des enfants? Absolument. Même s'ils sont tout petits, déjà, le développement global, ça commence dès le plus jeune âge. Ça Puis, va vite. oui, ça va très vite. Alors, j'utilise moi aussi la plateforme à petits pas où je consigne les observations des bébés. Alors, à tous les jours, les bébés, ça se développe quand même assez vite, là. Donc, à chaque fois que je vois des nouvelles choses que j'avais pas encore notées, je dois les consigner dans un petit pas. Mais j'utilise aussi, je sais pas si vous le voyez, Journal de chaque bord. enfant de mon groupe a un petit journal de bord dans lesquels je consigne la journée, les informations de base concernant s'il a bien mangé, s'il a bien bu, ses siestes, les routines d'hygiène, et puis qu'est-ce qu'il a fait dans la journée. Puis nous, on le consigne encore dans un petit carnet comme ça parce que les parents voulaient garder un souvenir de leur première année en pouponnière. Alors, ça leur fait, à la fin de l'année, ils partent avec le petit carnet, journal de bord de leur enfant. Ça leur fait un petit souvenir de leur première année en garderie, là. Ben, en temps CPE, en fait, c'est, c'est, c'est ça. Alors, moi, tous les jours, je dois consigner aussi ces petites informations-là dans chacun des journaux de bord de chacun de mes copains. Voilà. David, de votre côté, est-ce que vous avez aussi un journal de bord pour vos poupons? Est-ce que vous avez des Ben, outils sur lesquels? c'est exactement la même chose à petits pas, mais version numérique. Par contre, moi, j'utilise mon cellulaire pour les photos, ça va mieux. On peut prendre notre téléphone, puis en plus, moi, je travaille à deux parce qu'on a 10 poupons pour deux éducateurs et éducatrices. Donc, puis pour les photos aussi, c'est plus facile d'utiliser le cellulaire. Puis aussi, nous, ce qui arrive, on avait des journaux comme Isabelle avait, un journal écrit au début de l'année. Et nous, on a une pouponnière de grands, donc il y avait 12, 14 mois au début de l'année. Mm. Mais plus ça va, plus ils grandissent. Donc,
les biberons, il n'y en a plus. Et moi, Donc, il y a moins d'informations qui ont besoin de savoir absolument. Donc, on est passé au logiciel à petits pas à temps plein. Puis, c'est ça, comme je disais, il y a beaucoup, l'évolution est tellement rapide que des fois, on fait des observations qui ne seront même pas dans le portrait parce que c'est tellement rendu loin dans leur vie, là. Rendu loin, mais c'est pour Ça ça que c'est passe important super de vite. se prendre des clichés de tout ça, puis d'avoir des souvenirs pour eux, mais pour les Ouais. parents également, pour vous aussi. Marie-Ève, de votre côté, j'imagine qu'il y a quand même, et pour vous quatre, là, mais une formation ou des études à faire pour travailler dans un CPE légalement. De votre côté, Marie-Ève, la formation ressemble à quoi? C'était quoi votre parcours académique, si je peux dire? Alors moi, dans le fond, j'ai suivi une technique d'éducation en service de garde. Maintenant, le terme a changé, c'est technique d'éducation à l'enfance. C'est une technique de 3 ans qui se donne dans différents cégeps. Moi, je l'ai suivi au cégep Beauce-Appalaches à Saint-Georges-de-Beauce. Alors, une super belle formation. Il y a des cours de base, là, bien sûr, là, français, philo, etc. Là, sociologie de la famille, psycho. Et il y a des cours aussi vraiment plus spécifiques, tout au niveau du développement de l'enfant. C'était vraiment intéressant, une belle formation. Et au cégep où est-ce que j'ai été, il y a une belle salle d'observation aussi avec un jardin d'enfants. Alors, ça m'a permis vraiment de voir aussi c'est quoi le métier d'éducatrice, éducateur à l'enfance, les interactions. J'ai beaucoup appris comme ça. On pouvait faire de l'observation, c'est ça, prendre des notes. C'est ça, c'est une formation de 3 ans, super intéressant, une belle technique, là. J'ai appris beaucoup là, sur le développement de l'enfant et encore plus, là. C'est ce qui vous a mené à votre poste là, comme éducatrice à l'enfance. Pascal Landry, Oui. de votre C'est côté, Pascal, est-ce que c'est c'est la même drôle. formation? Oui, mais c'est drôle parce que Marie-Ève, elle parle du local d'observation. Moi, je l'ai vécu à l'inverse parce que je suis allée avec mon groupe au Cégep Sainte-Foy vivre des ateliers que les étudiantes avaient mis en place dans un local pour observer les interventions démocratiques. Puis, justement, les élèves étaient en arrière d'un miroir d'observation. Fait que, tu sais, ce qu'elle a dit, moi, j'ai vécu en tant qu'éducatrice avec mon groupe. Dans le fond, j'allais dans le fond, servir de modèle aux étudiants du Cégep Sainte-Foy. Puis j'ai fait la même formation que Marie-Ève. J'ai fait, à l'époque, on appelait ça, comme elle disait, là, technique d'éducation en service de garde, le DEC de 3 ans au campus Notre-Dame-de-Foy à Saint-Augustin. Puis une petite chose que je voudrais rajouter, c'est que ça nous permet aussi de vivre des stages en différents milieux, avec différents groupes d'âge. Ça fait que ça nous permet aussi de trouver ce qu'on aime, ce qu'on cherche, d'explorer différentes facettes du travail parce qu'on peut faire un stage en milieu scolaire, on peut faire un stage en milieu familial, on peut faire un stage en installation, une CPE, une garderie privée. Fait que ça peut nous permettre de se trouver là-dedans. Là. Nous, qu'est-ce qu'on recherche là, comme, euh, comme environnement de travail pour après le DEC? De votre côté, David, Isabelle, peut-être en commençant par David, c'est la technique aussi, j'imagine. Votre parcours a ressemblé à quoi dans votre cas? C'est la technique d'éducation à l'enfance. Et moi, je l'ai faite plus tard, là. J'avais 23 ans environ. Donc, je l'ai faite au Cégep Sainte-Foy en format accéléré. Il y a une version 2 ans, là, pour ceux qui ont déjà fait un Cégep ou d'autres études avant. Puis nous aussi, au Cégep Sainte-Foy, c'était vraiment bien fait, là, des professeurs compétents. Il y avait un laboratoire avec miroir. Puis je suis allé aussi en tant qu'éducateur avec mon groupe pour participer à des activités faites par les étudiants. Et c'était vraiment, vraiment une belle formation que j'ai découvert par hasard, là, avec une visite de l'école du Cégep Sainte-Foy. Donc, il y a moyen de le faire en accéléré. Puis aussi, ce qu'on ne dit pas, c'est que la formation, c'est 0-12 ans. Donc, quelqu'un qui voudrait peut-être travailler en milieu scolaire, c'est intéressant aussi parce qu'on parle souvent de petite enfance, 0-5 ans, mais la formation, c'est sur le développement des enfants jusqu'à 12 ans. Donc, pour ceux qu'on peut faire des stages aussi en milieu scolaire, puis pour voir c'est quel groupe d'âge qui nous convient le mieux. C'est une corde de plus à son arc qu'on peut ajouter. Isabelle, de votre côté, technique également, j'imagine. Votre parcours ressemble. Ah non, pas la technique. Donc, vous avez fait quoi comme parcours? En fait, moi, j'ai eu un parcours un peu atypique. Moi, j'ai un bac de base en service social. Alors, je suis allée faire mon bac en service social. J'ai terminé dans des années où il n'y avait pas beaucoup de possibilités d'emploi au niveau des services sociaux. Alors, moi, ma clientèle que je chérissais, c'était vraiment de travailler auprès des enfants. Je me suis alors donc tournée sur la formation au Cégep Sainte-Foy
se donnait pas à en accélérer dans mon temps. Fait que j'ai fait un AEC, un AEC à la petite enfance, qui m'a permis de pouvoir jumeler avec mon baccalauréat. Ça m'a donné la formation requise pour pouvoir travailler auprès des tout-petits. C'est ce que je fais depuis 27 ans maintenant. Donc, les quatre, vous avez des parcours qui peuvent se ressembler, mais quand même un peu différents à votre manière. Mais les quatre, vous travaillez comme éducateur et éducatrice à la petite enfance. Les quatre, vous avez l'air passionnés aussi. Moi, j'aimerais savoir le moment où vous avez su, de un, que vous vouliez étudier dans le domaine, que vous étiez intéressé, puis le moment également après où vous avez comme une confirmation que vous étiez sur votre X, comme on dit, que c'était un métier qui était fait pour vous. Peut-être Isabelle, encore une fois, pour vous, c'était quoi ces moments-ci de confirmation que c'était la job rêvée pour vous? En fait, moi, ça a toujours comme été clair que je voulais travailler auprès des tout-petits. J'ai toujours gardé mon cœur d'enfant, puis c'est vraiment auprès des enfants que je trouve ça me nourrit le plus. Alors, ça a été clair que après mon baccalauréat en service social, où j'ai pas nécessairement pu travailler auprès des tout-petits comme je le souhaitais, que je voulais travailler dans ce domaine-là en garderie dans le temps qu'on appelait. Alors, j'ai commencé, j'ai fait mon AEC, puis quand je suis tombée en stage, ben j'ai comme eu un petit coup de foudre, puis ça l'a vraiment, ça, ça m'a clairement dit que j'étais à la bonne place. Puis depuis, comme je disais tout à l'heure, depuis plus de 27 ans, je fais cette belle profession-là, puis j'ai toujours autant de plaisir à côtoyer les petits cocos à tous les jours. Donc, le stage a quand même permis de confirmer que c'était un domaine qui vous convenait. David, de votre côté, le moment où vous avez su que ça vous tentait d'essayer, puis le moment où vous avez su que c'était fait pour vous, c'était quand? Mais c'est un petit peu particulier parce que j'étais à l'université en littérature à Montréal. Puis après mon bac, je ne savais pas trop quoi faire. Puis à un moment donné, j'étais à Québec chez des amis. Par hasard, je suis tombé sur une brochure du Cégep Sainte-Foy. Là, je parcourais. Puis là, j'ai vu les descriptions de la technique d'éducation à l'enfance. Et par hasard, il y avait une journée porte ouverte au Cégep que je suis assisté. Puis là, j'ai comme eu un petit peu la piqûre parce que je suis quelqu'un dans la vie de créatif. Puis moi aussi, comme j'ai mon cœur d'enfant, puis je trouvais que ça avait l'air vraiment le fun. Donc, je me suis inscrit. Puis j'ai commencé, puis aussitôt après le premier stage, là, c'était confirmé que c'est ça que je voulais faire. Là, puis j'aimais vraiment ça. Là. De votre côté, Marie-Ève Poulain, le moment où vous avez su que éducatrice à l'enfance, c'était votre métier, qu'est-ce qui a confirmé ça? Je dirais la visite, la journée porte ouverte au Cégep, ça a vraiment confirmé mon choix. J'ai toujours aimé travailler avec les enfants. J'avais enseigné le patin quand j'étais adolescente. Et là, quand j'ai été visiter le cégep, puis j'ai entendu vraiment les professeurs parler de la formation, j'ai eu comme un coup de cœur. Dans le fond, je me suis dit, mais tu sais, je peux avoir vraiment un impact positif sur les jeunes. Fait que ça l'a confirmé mon choix. Et comment c'était cette journée de stage-ci? Vous avez fait quoi de mémoire, là? Ben, dans le fond, c'était la visite vraiment du département où est-ce que la technique se donne. Puis les professeurs parlaient un peu de la formation. Puis j'ai eu la chance de visiter puis de voir aussi le petit jardin d'enfants qu'il y avait directement dans le cégep, là. Fait que c'était ça, là. Mm. Et pour vous, Pascal, le moment où vous avez su qu'éducatrice à l'enfance, c'était un emploi qui vous convenait, puis que on y va, on fonce. Racontez-nous ce moment-là, c'était comment? Ben moi, j'ai été du côté de mon père et de ses frères et ses sœurs. Il y avait beaucoup d'enseignants. J'avais beaucoup de personnes dans l'enseignement, dans les écoles autour de moi, dans ma famille. Puis moi, je me disais, plus tard, j'aimerais ça travailler dans une classe de maternelle. Mais je voulais pas nécessairement être avec des grands. Je voulais pas nécessairement aller étudier en enseignement. Puis j'avais une garderie pas loin de ma maison. Puis je voyais les éducatrices dans la cour avec les enfants faire des activités. Je les voyais les accueillir, puis tout ça. J'aimais aussi le volet parce que j'aime beaucoup la psychologie. Ça fait que en faisant des recherches dans les programmes, c'est là que je suis tombée sur le programme là, pour être éducatrice dans les centres de la petite enfance. Puis je trouvais que ça répondait plus à ce que je souhaitais faire que l'enseignement. Fait que, tu sais, je me rapprochais un peu de la classe de maternelle que je souhaitais avoir, mais avec les plus jeunes. Puis ça a vraiment répondu là,
à ce que je cherchais, tu sais, un emploi qui bougeait, un emploi qui n'est pas routinier, un emploi, tu sais, dans le fond, qui est actif, là. J'avais besoin de quelque chose qui bougeait, puis c'est vraiment comme ça là, que j'ai su que c'était ça que je voulais faire. Puis j'ai pas eu de visite avant, mais j'avais. Tu sais, aussitôt que j'ai fait mon premier stage, là, je savais que j'étais à ma place. Quand les cours ont commencé, j'aimais ça. Là, tu sais, j'avais du plaisir à entendre l'information qu'on me donnait, là, les connaissances que j'allais chercher. Là, j'avais du plaisir à les recevoir. Puis, Avec les enfants aussi, hein. oui, Oui, allez-y, David. Avec les enfants aussi, ce plaisir-là devient oui, quotidien. oui. Donc, ça alimente le goût de travailler dans ce domaine-là, là. J'imagine que vous créez des liens très forts avec Oui, vos jeunes. Mais comment vous faites, par oui. exemple, David, comment vous faites pour créer ces liens-là? Parce qu'on ne peut pas nécessairement les forcer. Évidemment, Non, mais c'est comment vous faites? d'être à l'écoute, surtout de justement de ne pas les forcer les liens, d'être soi-même, d'être à l'écoute, de les observer, d'entrer en contact avec eux, juste de leur parler de leurs intérêts. Ça fait qu'après ça, ils vont s'attacher à toi. C'est vraiment, c'est juste ça, c'est le respect de l'enfant, puis d'être juste avec tout le monde, de y aller selon les différences de chacun aussi, de s'adapter à chacun d'eux. Pas d'avoir des règles pour tous là, égales, là, c'est vraiment de se fier à la personnalité, parce que chaque enfant est différent. Donc, puis nous aussi, on est différents. Fait que c'est de vraiment y aller avec chacun d'eux et leurs différences. Puis, Marie-Ève, Isabelle, Pascal, à quel point vous êtes d'accord avec David? Vous, comment vous faites pour créer des liens avec vos enfants, vos jeunes? Oui, Ben, Pascal? dans le fond, c'est aussi l'importance de la disponibilité qu'on va toujours leur offrir à tout moment de la journée, d'être toujours disponible pour eux, pour qu'on devienne leur adulte de référence, dans le fond, d'être chaleureux envers ces enfants-là. Puis je pense que la clé de tout ça, c'est beaucoup l'amour inconditionnel. Parce que dans notre métier, je pense que les trois autres personnes peuvent le dire, là, tu sais, on voit différentes familles, on voit différents enfants, mais c'est un amour inconditionnel qu'on va avoir envers ces enfants-là, puis il faut qu'ils le ressentent aussi. Ça fait que je pense de savoir qu'ils ont une éducatrice ou un éducateur qui est là, qui est bienveillant, qui est accueillant, peu importe, qui est chaleureux, puis que je pense que c'est la clé pour créer un lien, puis d'être patient aussi, parce que c'est pas pareil avec à chaque enfant. Il y a des enfants qui ont créé un lien en une journée, il y a des enfants que ça peut être à plus long terme, puis c'est important là, tu sais, de pas mettre de pression auprès des enfants, puis de suivre leur rythme, là. Sur le Oui. rythme également. Isabelle, vous, de votre côté, ça résonne pour vous? Oui, puis à cela, j'ajouterais à ce que Pascal vient de dire, qui est tout à fait pertinent, que il y a aussi une chose qui est bien importante aussi, c'est quand on développe pas juste le lien avec l'enfant, on développe le lien aussi avec le parent. C'est aussi très important. Le partenariat avec le parent est déterminant dans le sens que euh, quand l'enfant sent que le parent est en confiance, euh, on disait tout à l'heure que les enfants, c'est des petites éponges. Les enfants le ressentent. Là. Si le parent arrive le matin un peu craintif ou pas sûr de lui-même de laisser l'enfant à l'éducatrice, ben ça rend un peu plus la tâche un petit peu plus difficile au niveau de, 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 de créer le lien. Mais quand, en tant qu'éducatrice, on a à cœur aussi de développer un lien avec le parent pour le mettre en confiance, alors à ce moment-là, ça aussi, ça fait une différence. Puis l'enfant le ressent beaucoup, là, que bon, ben, papa, maman, il vient me porter, puis c'est la bonne place, là, il va me laisser à une personne de confiance. Alors, c'est important aussi, là, cet aspect-là est très important aussi là, au quotidien d'être disponible pour les parents aussi, pas juste pour l'enfant. Mhm. Oui, vraiment, c'est un tout. Marie-Ève, vous, personnellement, comment vous faites pour créer des liens forts avec les parents également, mais les enfants? Ben, moi, je pense que ça commence par un accueil chaleureux, individuel, hein. Chaque enfant est unique. On prend le temps de l'accueillir, de se mettre à la même hauteur que lui, de lui dire un beau bonjour, de lui montrer qu'on est content de le voir. Puis par la suite, ben, c'est d'être à l'écoute des enfants, hein, de leurs besoins, de leurs intérêts, d'être disponible. Puis le plaisir aussi, hein, d'avoir du plaisir, c'est important, puis ça resserre les liens. L'enfant ressent les liens, vraiment. Oui, oui. Donc, c'est important d'être là pour lui, pour elle également. Puis là, je regarde les quatre, trois femmes, un homme. Il y en a aussi dans les plus jeunes là, qui sont avec nous dans le webinaire, Mathilde, Sandrine, Raphaël, mais Benoît, Liam, il y a quand même une bonne mixité. Moi, je me rappelle, c'était que des éducatrices dans mon temps.
1995 à 99. Je demanderais peut-être à David en commençant, est-ce que vous êtes un des seuls gars, comme on dit, dans votre CPE? Est-ce qu'il y a une majorité de femmes? Est-ce que ça tend à changer? Ça ressemble à quoi la parité de votre côté? Disons que ça fait 18 ans que je travaille, puis il n'y en a pas beaucoup encore. Mais ça commence peut-être. Je sais qu'il y a des mouvements comme le mouvement québécois pour la mixité pour la petite enfance, là. Il y a des mouvements comme ça qui promouvoient l'inclusion des hommes, mais pas seulement des hommes, mais des différentes cultures aussi pour aller en éducation à l'enfance. Pour ma part, on est deux dans le CPE. Mais pendant un bout, j'étais tout seul. Là, on est rendu deux, mais c'est un gros CPE de 40 enfants, là. Mais je crois que c'est encore 2-3 là. Je ne sais plus si ça a augmenté un petit peu les statistiques, là. Il n'y en a pas beaucoup, mais pourtant, il n'y a pas, il y a pas de contraintes, rien. C'est vraiment juste des mythes que c'est les femmes qui font plus ça. Est-ce que, par curiosité, est-ce que ça vous est déjà arrivé que des parents qui ne vous connaissent pas soient un peu surpris ou réticents parce que vous êtes un homme ou ça ne change rien en général pour le public? Ben, au début de ma carrière, je l'ai remarqué plus, peut-être parce que j'étais plus sensible à ça. Je ne sais pas trop, j'étais plus timide, tout ça. Sauf que c'est un peu comme créer un lien avec un parent, c'est un peu comme avec un enfant aussi. Le parent, à un moment donné, il apprend à te connaître, puis là, tu sais, il est super content, puis ça va bien aussi. Mais sinon, en général, même, je te dirais, les parents sont souvent contents aussi quand il y a un gars, parce que ça apporte un autre côté aussi aux enfants. Moi, je suis quelqu'un qui utilise beaucoup, beaucoup l'humour. Fait que, puis, tu sais, les parents, ils voient leur enfant comment qui parlent de moi ou qui interagissent avec moi, fait que ça les rassure. Puis il n'y a pas de problème, je dirais. J'ai pas vraiment, à 18 ans, j'ai pas eu de problème non plus. Isabelle, Pascal, Gros. Marie-Ève, de votre côté, dans ce que vous voyez en général, est-ce que y a avoir un peu plus d'hommes dans le milieu comme éducateur ou c'est encore en majorité féminin? Ça ressemble à quoi? Moi, j'ai Ben, un homme. Ah, c'est- vas-y, Isabelle. excuse-moi, Isabelle, Pascal. après Pascal, oui. Alors, je dirais que ben, c'est encore beaucoup majoritairement féminin comme métier, comme carrière, mais malheureusement, c'est effectivement, c'est, il faudrait tendre à changer ça. C'est juste qu'il y a peu d'hommes qui, malheureusement, s'intéressent à ce métier-là. Mais ça prend des figures masculines pour les enfants. C'est hyper important qu'ils développent, qu'on développe ça le plus possible. Puis moi, j'invite les garçons à s'intéresser à ce beau métier-là parce que, comme David le dit, c'est un super métier. Puis c'est pas un métier qui est uniquement réservé aux femmes, loin de là. Dans les enfants, il y a des gars, il y a des filles aussi. Donc, Oui. puis il y a différentes cultures aussi. C'est pour ça qu'on prône la mixité, là, pour Ouais. que les enfants soient représentés par les adultes aussi. Absolument. Puis Pascal, de votre côté, vous alliez ajouter qu'il y avait un homme, je pense, à votre CPE. Oui, puis j'allais dire un peu comme David, là, que tout le monde soit représenté, là. Mais oui, moi ici, j'ai un éducateur, Dominique, un grand homme de 6 pieds 2 qui a un groupe de 18 mois. Tu sais, c'est possible, là. Tu sais, Dominique, ça fait déjà plusieurs années qu'il travaille ici. Il a commencé dans un stage, son troisième stage, puis ensuite, il y a eu un poste ici. Fait que, tu sais, c'est accessible, là. C'est réalisable, puis son travail est comme le nôtre, là, c'est ça. On en avait un autre, mais tu sais, maintenant, lui il enseigne aux personnes qui vont devenir éducateurs et éducatrices. Lui est devenu professeur au Cégep Sainte-Foy, là. À l'époque, moi-même, en tant que mère, j'avais demandé à ce que mon fils j'avais le choix entre une éducatrice fille ou un éducateur gars chez les 3 ans. Puis j'avais fait une demande à ce que mon fils aille avec un éducateur garçon. J'avais fait le choix. C'est J'étais possible contente que de mon fils ait ce privilège-là. J'enlève rien à l'autre éducatrice, elle est extraordinaire, mais moi, j'ai dit, bon, il y a une chance d'avoir un homme cette année. Après ça, il n'y en aura pas dans les 2 prochaines années. Fait que j'avais fait une demande, moi. Oui. On peut juste faire changement aussi Je de ce trouvais que côté. c'était une belle chance qu'avait mon garçon à l'époque. Puis, peu importe si vous êtes dans le webinaire Go Filles, si vous avez des questions pour nos mentors qui sont éducateurs et éducatrices à la petite enfance, écrivez-les en commentaire dans la boîte de conversation. Il n'y a pas de mauvaises questions. Moi, je fais le relais avec les quatre. Moi, je veux savoir, peut-être en commençant par Marie-Ève, au niveau des conditions, au niveau de l'horaire, au niveau du salaire, sans demander votre salaire personnellement, si indiscret, vous pouvez le dire si vous voulez, mais au niveau des conditions et de l'horaire, de votre côté, Marie-Ève, ça ressemblait à quoi à vos débuts, puis ça ressemble à quoi maintenant?
En fait, ça se ressemble beaucoup. Moi, ça fait 23 ans que je suis dans le domaine. J'ai commencé avec un horaire, c'était 9 à 6, là. Et là, j'ai la possibilité de choisir un petit peu plus. Alors, ça peut être 7 à 4, 8 à 5. Alors, la plupart des centres de la petite enfance sont ouverts de jour. Je sais qu'il y en a certains qui offrent un service de soir ou de nuit. Mais la plupart, c'est de jour. Alors, c'est des horaires qui varient là, entre 7 heures et 6 heures. Au niveau des conditions, c'est des belles conditions, là. On a la chance de pouvoir passer des beaux moments à l'extérieur. On a un environnement qui est sécuritaire. Au niveau des salaires, dans le fond, c'est une échelle salariale. Donc, c'est pas négocié, là. C'est l'échelle et tu commences. Je suis pas certaine, là, c'est 21 dollars là, jusqu'à une trentaine de dollars là, quand ça fait 10 ans et plus que tu travailles là, comme éducateur, éducatrice. Là, Donc, il on y a s'est moyen fait. d'augmenter aussi au niveau de l'échelle salariale aussi. Tout à fait, oui, ça va selon les années d'expérience, en fait. Là. Quand tu as 10 ans d'expérience et plus, ben, dans le fond, là, tu as ton gros salaire, si on peut dire. Là. Ouais, tu es au maximum. Ouais. Et Une de chose que votre... Oui, Pascal, allez-y. Marie-Ève, juste pour ajouter à ton échelle salariale, ce qui est important d'ajouter, c'est qu'il y a une différence quand on est un éducateur formé ou non formé. Parce que l'échelle salariale des personnes non formées est plus basse, puis va, tu sais, commence plus basse, finit plus basse, tandis que quand on est formé, ben on commence le bas de l'échelle 1 est déjà plus élevé pour finir plus élevé que l'autre échelon. Fait que c'est vraiment un avantage d'aller chercher une formation là, pour être éducateur ou éducatrice. Là, on gagne au niveau de l'échelle salariale. Ça peut dire on peut être éducateur ou éducatrice. Non formé, ça veut dire aucune technique, rien? Ou c'est quoi la différence entre formé et non formé dans le cas d'un CPE, par exemple? Ben, je peux continuer, mais dans le fond, la différence, c'est que les personnes vont rentrer. C'est sûr que quand on est formé, ben, on connaît le développement des enfants, on connaît le fonctionnement dans les installations. On a fait des stages, on a appris plusieurs choses pour accompagner l'enfant dans son développement. C'est sûr qu'une personne qui arrive qui est non formée, elle va être capable de s'occuper des enfants, mais pour appliquer les programmes pédagogiques, appliquer le projet éducatif de l'installation, ben, à ce moment-là, ben, elle a besoin de soutien là, de l'équipe, du soutien des collègues de travail, de la direction pour mettre en place le programme à ce moment-là parce qu'elle a moins d'expérience. Mais c'est vraiment avantageux pour elle si elle a sa formation parce qu'à ce moment-là, elle gagne au niveau de l'échelle salariale en partant, là. De votre côté, David, au niveau des conditions, vous, comment vous les trouvez, vos conditions? Est-ce que ça vous satisfait? Ça ressemble à quoi de votre côté? C'est quand même des belles conditions. Puis aussi, on n'a pas parlé de ça, mais la plupart des CPE, si je ne me trompe pas, là, on fait du 4 jours semaine. Donc, on travaille peut-être de 8 heures à 8h30 par jour, mais une journée qu'on est en congé. Puis nous, à mon CPE, on choisit notre horaire en fonction de l'ancienneté. Au début de chaque année, on choisit notre horaire, notre journée de congé et tout. Puis moi, cette année, je fais de 7 heures à 3h15. Donc, j'ouvre le CPE au moment où ça rouvre, là. Fait que Et est-ce que, le 4 jours semaine, c'est un gros avantage là, pour plusieurs. par curiosité, votre journée de congé, vous, personnellement, David, c'est Moi, quand? c'est mercredi. Donc, C'est ça aujourd'hui. coupe quand même la poire en deux, c'est intéressant Oui, aussi. exactement. Ouais, exactement. Il y en a qui préfèrent le vendredi ou le lundi pour allonger leur fin de semaine, mais ça dépend Ça de chacun. va être les anciens, j'imagine. Mais de Puis votre côté, il y a souvent possibilité de faire 5 jours. Si tu veux faire 5 jours, tu te mets disponible. Tu peux travailler plus si Il tu y a en as 19 besoin de jours. travailler plus, là. Ouais. de votre côté, Isabelle, au niveau des conditions de l'horaire, est-ce que ça ressemble à Marie-Ève, Pascal et David? C'est comment de votre côté? Oui, ben c'est sûr qu'en tant qu'éducatrice qui a de l'expérience, on a le choix. Donc, moi, j'ai choisi de faire une horaire de 4 jours semaine avec mon lundi de congé. Moi, je préférais allonger ma fin de semaine. Je fais l'horaire, moi aussi, d'ouverture. Alors, je travaille de 7 heures le matin à 3h45 avec une pause de 45 minutes où dans la journée, les pauses, il faut pas penser que quand on est éducatrice, on a une pause dîner, hein. La pause varie selon, il y a une personne qui est engagée pour faire les horaires de pause. Donc, nous, la personne qui fait les horaires de pause commence à 10 heures le matin, puis elle fait jusqu'à la fin de journée. Donc, une éducatrice peut avoir une pause de 45 minutes
à 10h, 10h45, 11h30, peu importe, dans la journée. Donc, ce qui fait en sorte que souvent, on va manger avec nos petits, on vit vraiment au quotidien avec nos enfants, là, la routine de toute la journée, là, finalement. Oui, justement, ça peut changer. Donc, c'est pas toujours une pause à 12h45. Des fois, il peut arriver des urgences, des imprévus. Donc, c'est sûr que ça peut bouger. Ça a tendance à changer. J'aimerais savoir, à tour de rôle, peut-être en continuant avec Isabelle, qui était sur sa lancée, selon vous, les qualités qu'un jeune ou une jeune doit pas nécessairement détenir maintenant, mais doit tenter de développer le plus possible pour être heureux, heureuse dans le métier d'éducateur-éducatrice à la petite enfance. Selon vous, Isabelle, c'est quoi ces qualités ici qui sont primordiales? Ben, moi, je dirais qu'il faut vraiment être polyvalent. Première des choses, il faut être capable de se revirer sur un dessous parce que les enfants, étant ils sont des petites boîtes à surprise, là. Fait qu'il faut être polyvalent, mais il faut surtout être à l'écoute puis être bienveillant. Aimer les enfants, puis ça, c'est puis d'avoir aussi un bon œil, d'être capable de bien observer les enfants, parce qu'il ne faut pas oublier que notre travail, une grande part de notre travail, c'est de travailler le développement global de l'enfant. C'est pas juste jouer avec les enfants, c'est pas juste ça, là, être éducatrice. Donc, il faut avoir en tête que de travailler le développement global, donc avoir un bon œil, d'être bien outillé. Je dirais que c'est important là, dans notre travail d'éducatrice. Important aussi, donc la polyvalence, être attentif, L'empathie, oui. l'empathie beaucoup. Ouais. David, de votre côté, les qualités que les jeunes, probablement, qui nous regardent à brancher sur Monde Avenir ou qui vont le regarder parce que c'est en rediffusion, les qualités qu'ils et elles devraient essayer de développer le plus possible, selon vous, c'est lesquelles et pourquoi? Il y a la patience, je ne sais pas si ça se développe, mais il faut déjà à la base avoir une certaine patience. Parce que oui, c'est un beau métier, super le fun, mais il y a des journées plus difficiles que d'autres, là. Tu sais, les enfants, ils sont imprévisibles, comme on disait, là. Donc, il y a des journées moins faciles, mais c'est d'être capable de passer à travers ça avec le plaisir, être capable de, comme elle disait, de se revirer sur une scène puis trouver des idées pour changer le mal de place, comme on dit, trouver. Avoir le sens de l'humour aussi beaucoup, là, ça l'aide beaucoup avec les enfants parce que c'est quelque chose qui marche vraiment bien avec eux, peu importe l'âge. Puis sinon, c'est aussi d'être capable d'avoir un bon sens de l'analyse, tu sais, quand on observe les enfants, de faire des liens avec leur développement, d'être capable ensuite d'en parler aux parents aussi, avoir une bonne communication avec les parents aussi. Patience, communication aussi, puis c'est Ouais. bien c'est vrai d'analyser les enfants, ce qui ne doit pas toujours être évident aussi. On les surveille, on en prend soin, mais en plus, il faut analyser. Je trouve que vous avez des journaux de bord comme ça, des outils pour vous aider. Marie-Ève Poulain, de votre côté, les qualités que les jeunes, selon vous, devraient tenter de développer pour être bien dans votre métier d'éducatrice à l'enfance, c'est lesquelles? Ben, je dirais qu'il faut être capable de s'adapter parce que ça bouge beaucoup, hein, une capacité d'adaptation, une certaine flexibilité, de l'empathie. Ça prend de l'écoute, c'est certain. Je dirais de la créativité. C'est un domaine qui nous amène à être créatifs, tant au niveau des activités qu'au niveau des interactions, au niveau d'être capable de s'ajuster selon ce qui arrive. Alors, la créativité aussi. La créativité, puis c'est vrai qu'il faut s'organiser, des fois, faut se virer sur un dissous, comme on dit. Donc, c'est nécessaire. Pascal, de votre côté, j'imagine que vous êtes d'accord, d'après moi, avec toutes ces qualités ici, mais je sors pour vous les qualités qu'on devrait tenter de développer dans le cadre Ben, de... je pense qu'il faudrait ajouter aussi l'ouverture. On va travailler avec différentes familles, différentes cultures. Des fois, on va rencontrer des parents que les valeurs, peut-être, qui vont pas rejoindre nos propres valeurs, mais ça n'a pas d'importance. Il faut être capable d'être ouvert à tout pour justement développer un lien de confiance avec les parents. Puis je pense qu'une clé, ce que je trouve important, je pense qu'à long terme, parce que, tu sais, Isabelle, puis Marie-Ève et David, comme moi, ça fait longtemps qu'ils font ce métier-là. Puis je pense qu'ils ont encore cette petite lumière-là, c'est de se laisser émerveiller par les enfants. Il faut que même après des années et des années, que les enfants réussissent à nous émerveiller. Tu sais, parce que il faut entretenir cette flamme-là. Tu sais, il y a quelque chose de magique à travailler auprès des enfants. Puis je pense que c'est ce qui nous permet de garder la passion. Encore aujourd'hui, après 24 ans, les enfants font des choses, puis
ils réussissent encore à me surprendre, à m'émerveiller, à m'étonner. Tu sais, je pense que ça nous permet de garder notre énergie là, auprès des enfants, de garder cette petite flamme-là, là. Et j'aimerais savoir, peut-être encore avec vous, Pascal, une fois sur votre lancée, à quel point, selon vous, le travail d'équipe, quand on travaille en éducation à l'enfance, c'est primordial, à quel point c'est important, la coopération, autant avec les parents que les jeunes, mais également avec vos collègues surtout. Ben, avec les collègues, c'est vraiment important parce que souvent, les enfants qu'on a dans notre groupe ont été avec eux l'année d'avant. Fait que la collaboration, la communication, l'entraide est importante. Si on observe des choses qui nous inquiètent auprès d'un enfant, on vit des situations un peu plus difficiles, ben de parler avec l'éducatrice qui l'avait avant, ça peut nous aider. La personne peut nous donner des conseils, peut nous guider sur la démarche qu'elle avait déjà commencée. Après ça, l'équipe, c'est important. Des fois, les journées sont difficiles. On parlait de sens de l'humour auprès des enfants, mais c'est important de l'avoir entre nous, les collègues. Tu sais, je donne exemple, Isabelle qui était à la pouponnière. Tu sais, il y a peut-être des journées où ce que ça pleure beaucoup. Les enfants sont un peu plus malades, sont plus fatigués, reviennent d'une grosse soirée ou peu importe. Je pense que le fait qu'elle ait des collègues à côté d'elle qui puissent l'aider à rire, à dédramatiser un peu, à alléger un peu sa journée, je pense que c'est important d'avoir un bel esprit d'équipe. Puis ensuite de ça, ben, comme je disais, des fois, l'expérience des autres collègues, mais pas tant avec l'enfant qu'il y avait avant, mais dans les expériences qu'ils ont, dans les formations qu'ils ont, des fois, on peut partager aussi, on peut s'entraider. Tu sais, ici, j'avais des collègues qui ont fait des formations pour devenir évaluatrice de classe qui ont pu me soutenir à appliquer certaines choses dans mon local. Moi, j'ai fait des formations au niveau d'un programme éducatif. J'ai pu aider mes collègues à appliquer des choses aussi dans leur local. Fait que je pense qu'il y a un partage d'expérience qui peut se faire, là. J'ai vu Isabelle qui hochait beaucoup la tête. Isabelle, de votre côté, à quel point, selon vous, la coopération avec les collègues, c'est un enjeu même, là, c'était primordial dans votre métier d'éducatrice? Effectivement, pour moi, c'est primordial. Euh, Nous, on a une poignard de trois filles. Donc, on travaille vraiment en collaboration. Oui, effectivement, comme Pascal dit, ça permet de dédramatiser, de rendre nos journées plus agréables, mais ça nous permet d'échanger aussi professionnellement parlant sur des fois, on a un enjeu avec un enfant, puis comme on est c'est comme si on avait comme la tête un peu dans, tu sais, comme trop pleine à un moment donné, puis on a de la misère à être objectif des fois parce qu'on n'a pas un regard extérieur. Donc, quand on discute un peu avec nos collègues qui nous permettent d'avoir un regard neuf, un regard extérieur, ben finalement, des fois, ça nous donne une nouvelle piste, puis on travaille sur de nouvelles choses, de nouvelles avenues. Puis ça nous permet de- d'avancer des choses avec nos enfants, là, justement, d'avoir des fois un autre regard, une autre paire de yeux sur notre quotidien. C'est toujours bénéfique, là, finalement. Il y a des gens que la paire de yeux sur votre quotidien, ils l'ont pas toujours parce qu'ils sont pas dans votre métier, ou leurs enfants vont pas à la garderie, ou ils pensent que bon, tout le monde peut faire ça. C'est comme je suis parent, je peux être éducateur de même, c'est facile. Mais peut-être à David ou Marie-Ève, là, à qui veut répondre en premier, mais je veux savoir à quel point il y a des préjugés ou des mythes sur votre job d'éducateur, éducatrice à l'enfance que vous devez tout le temps comme de faire les nœuds, puis expliquer, puis non, c'est pas ça, tu sais, puis ça doit vous taper ses nerfs un peu. Marie-Ève hoche la tête. Marie-Ève, c'est quoi ces préjugés-là qu'on a parfois, puis pourquoi ça existe selon vous? Ben, il y a un mythe qui perdure, mais qui est beaucoup moins présent que quand j'ai commencé là, comme éducatrice. C'était le fait, des fois, on entendait, ben, ils vont garder mon enfant. Mais en fait, garder, c'est plus au niveau de la surveillance. Nous, on est vraiment là pour soutenir l'enfant, pour veiller à son développement. On a une formation vraiment qui nous permet de bien connaître le développement des enfants de 0 à 12 ans. Alors, c'est très différent là, que de garder des enfants à l'âge. Je pense que c'est juste d'informer davantage la population générale sur notre rôle d'éducateur, éducatrice à l'enfance et les impacts positifs qu'on peut avoir sur le bien-être et le développement des enfants, là. Fait que ça, c'est un mythe qui est moins présent. Un autre mythe, ça serait au niveau des jeux libres. Tu sais, l'enfant ne fait pas grand-chose. L'enfant
se développe énormément à travers les jeux libres et comme éducatrice, je peux enrichir le jeu de l'enfant, je peux le soutenir, je suis là pour l'aider à relever des petits défis, à aller plus loin et à être à son écoute aussi. Alors, c'est aussi des belles périodes pour observer les intérêts, les interactions des enfants, comment favoriser leur habileté sociale. Alors, les jeux libres, c'est très important pour les enfants. Il ne faut pas sous-estimer ces périodes-là de jeux libres. Mais c'est très bien dit. David, de votre côté, est-ce que c'est des préjugés que vous avez déjà entendus, des mythes, ou de votre Oui. côté, vous entendez quoi tout le Ben, temps qui fait ben, soupirer? il y a des mythes aussi qui pensent que des gens qui disent que c'est les femmes qui peuvent faire ce métier à cause de l'instinct maternel. Il y a beaucoup ce mythe-là aussi que travailler avec les enfants, c'est une vocation, c'est-à-dire qu'on est prédestiné à faire ça. Alors que c'est pas vrai, j'en suis la preuve. D'ailleurs, à 18 ans, j'aurais jamais pensé faire ça. C'est un métier qui, bon, si déjà tu aimes interagir avec des enfants, tu as une empathie, tu veux être bienveillant, puis tu as un souci de la qualité éducative, tu peux aller chercher des outils pour apprendre plus là-dessus, puis pour faire ton chemin pour aller en petite enfance, ça, dans le fond. Oui, d'ailleurs, il y a des informations autant sur le niveau de la technique, Cégep Sainte-Foy, on en a parlé, sur Exact. le web, Jeunes Explos, réseaux sociaux, on a de l'information. Le site également, ministère de la Famille du Québec aussi, on peut aller chercher des trucs. Moi, il reste 3 minutes environ. Moi, j'invite les jeunes, si vous avez des questions pour nos experts, experts, c'est encore le temps. Marquez-les dans la boîte de commentaires, je fais le relais, mais d'ici là et d'ici la fin, on est quasiment à 13 heures. Je répète que c'est en rediffusion, donc c'est pas perdu. Mais je veux savoir, vous quatre, votre ou vos conseils pour les jeunes qui nous regardent à brancher sur mon avenir, qui veulent soit faire votre métier carrément, l'éducation à l'enfance, ou qui veulent juste en apprendre un peu plus, qui sont curieux, curieuses. Peut-être en commençant par Isabelle Doyer, ce serait quoi votre conseil pour ces jeunes-ci? Ben, mon conseil, c'est d'avoir en tête que finalement, travailler auprès de la petite enfance, c'est de devenir euh, une personne super importante dans son parcours éducatif. Puis, c'est important de penser que ce travail-là vous permettra de faire la différence dans la vie des enfants, là, puis pour moi, c'est ce qui est important là, de retenir. Là. C'est très bien dit. De votre côté, David, votre conseil pour les jeunes? Ben, quelqu'un qui voudrait peut-être penser à aller en éducation à l'enfance au cégep, mais qui n'est pas sûr, n'hésitez pas à contacter des CPE. Nous, on l'a déjà fait souvent. Moi, je l'ai déjà fait dans mon groupe aussi, accueillir un étudiant d'un jour, un stagiaire d'un jour, juste pour venir passer une journée avec un éducateur ou une éducatrice, pour vivre son quotidien, pour voir, pour interagir avec les enfants aussi. Peut-être pas aller en pouponnière au début, là, parce que les enfants, des fois, sont les étrangers, hein, c'est plus difficile. Mais juste pour vivre le quotidien puis voir à quoi ça ressemble. C'est quelque chose qui peut se faire facilement, là. La plupart des CPE sont ouverts, je pense. Très bien dit également. C'est un bon conseil. On peut aller voir aussi. Des stages d'un jour, c'est toujours très bien. Marie-Ève Poulain, votre conseil de votre côté? Ben, moi, je vais dans le même sens que David, là. Stage un jour, je trouve ça super intéressant. Les CPE ont une belle ouverture. J'ai accueilli des jeunes qui voulaient voir comment ça se passait dans le milieu. Alors, vous êtes les bienvenus. Et visitez aussi les cégeps qui offrent la formation. Ça peut aider aussi là, à prendre une décision là, au niveau du choix de carrière. Dernière et non la moindre, Pascal, vos conseils pour les jeunes à brancher sur mon avenir? Ben, j'y vais dans le même sens que les trois collègues, là, Marie-Ève, David et Isabelle. C'est vraiment là, de prendre le temps d'aller chercher les stages d'un jour, d'aller faire des recherches sur les opportunités là, qu'ils peuvent avoir à travailler dans non, pardon, dans différents milieux, puis de prendre le temps de se renseigner, d'aller vivre, de prendre le pouls là, d'une journée auprès des enfants, là, ça vaut la peine. Oui, donc j'imagine on peut contacter différents CPE également, c'est possible. Des Mm. informations, comme j'ai dit, sur Internet. C'est déjà la fin, donc je tiens à vous remercier, les experts, expertes, éducateurs, éducatrices à l'enfance, David Dufresne, Marie-Ève Poulain, Isabelle Doyer, Pascal Landry. Merci à tous ceux et celles qui étaient présents pour le webinaire Branché sur mon avenir avec Jeunes Explos. C'est sur Internet, c'est sur YouTube après, donc vous pouvez l'envoyer si vous avez des amis, des collègues, peu importe. Vous dites, ah, je pense que tu devrais regarder ça, l'écouter, c'est intéressant. C'est jamais perdu. Ça sera disponible. Encore un gros merci à tout le monde. Merci aux experts, aux mentors, puis je vous souhaite une excellente journée. Merci. Merci. Merci.